restez avec nous sur ce plateau. On est aussi avec Malika Sorel. Rebonsoir, vous êtes essayiste, ancien membre du Haut Conseil à l'intégration. Yvan Rioufol, pourquoi avoir décidé ce soir d'inviter Malika Sorel ? Pour deux raisons. D'abord, parce que Malika Sorel vient de sortir un livre très intéressant. Vous remettez à plat toutes les idées que vous défendez, singulièrement ces parcours d'assimilation dont vous êtes... Les dindons de la farce aux éditions Albin Michel. Vous êtes un exemple. Et puis la deuxième raison est beaucoup plus sentimentale, c'est que vous êtes quand même la marraine de cette émission, puisqu'il y a un an, quasiment un an, vous avez été la première à essuyer les plâtres, si je puis dire. Il n'y avait pas eu de plâtre d'ailleurs, et vous nous avez porté chance. Donc également par amitié, je tenais à ce que vous veniez, mais c'était surtout pour vous entendre naturellement sur votre expertise, car vous êtes une experte, vous êtes d'origine algérienne, je rappelle, pour votre parcours, et vous êtes installé dans une assimilation naturellement exemplaire. Et d'ailleurs, dans votre livre, on peut percevoir une certaine déception, dans le fond, où à l'issue de votre parcours d'assimilation, vous ne voyez pas toujours la reconnaissance des efforts, non pas des vôtres, mais des efforts qui peuvent être ceux qui pourraient être attendus de ces Français qui ont fait cet effort-là de s'assimiler, c'est-à-dire d'oublier une partie d'eux-mêmes. Est-ce que c'est bien ça, l'assimilation ? Absolument, tout à fait. Vous avez parfaitement bien traduit la chose, Yvan. En réalité, ce qui se passe, c'est que du fait de l'importance des flux migratoires et donc de l'électoralisme qui a conduit au séparatisme, je le développe très bien dans mon livre, nous sommes, nous aussi, les Français assimilés, de même que les Français de souche, nous sommes devenus les dindons de la farce. C'est-à-dire que lorsque nous nous assimilons, nous avons fait le jeu de l'assimilation. Je constate, et je ne suis absolument pas la seule à être dans ce cas, que nous sommes mis de côté, nous sommes relégués, parce qu'en réalité, moi je l'ai vécu dans le monde politique, les élites politiques ont besoin de personnes qui ne s'assimilent pas, dans un objectif tout à fait élémentaire qu'on peut comprendre, c'est que dans la mesure où les flux migratoires très importants, qui étaient nettement supérieurs à la capacité d'assimilation de la société française elle-même, cette assimilation a commencé à décroître dans le temps, à se dégrader. Ce qui s'est passé, c'est que les élites politiques ont besoin de personnes qui ne s'assimilent pas dans l'objectif qu'elles puissent leur apporter le vote extrêmement conséquent et de plus en plus important de ces populations qui ne s'assimilent pas ou s'assimilent de moins en moins. Et donc, de la même manière que ces Français de souche qui ont cru en réalité tout ce qu'on leur a raconté, à savoir que les difficultés de l'intégration culturelle étaient inhérentes à un problème socio-économique, ce qui n'est pas le cas. Eux-mêmes sont les dindons de la farce, de cette farce qui est un peu tragique finalement, et les rejoignent les Français comme moi, j'appelle ça les Français assimilés ou les Français d'adoption. Donc oui, il y a une déception, mais il y a surtout de ma part une grande inquiétude, parce que ce sont en réalité au fur et à mesure du temps tous les principes et les valeurs sur lesquelles la société française repose qui sont peu à peu en train de se déliter, de se défaire. Et ça, c'est extrêmement préoccupant. On l'observe à l'école, les Français l'observent dans leur vie quotidienne, de jour en jour. Et d'ailleurs, ça suscite une certaine forme d'angoisse existentielle que je comprends parfaitement, qui parfois nous emmène dans des chemins un peu, dans des impasses, parce qu'il y a un sujet qui est extrêmement grave, c'est comment allons-nous faire pour nous sortir du mal qui nous frappe, qui en réalité a été résumé très simplement. Moi, je l'ai résumé par le mot décomposition française. François Hollande avait parlé de partition. Emmanuel Macron, le président François Hollande, ce n'est pas simplement l'homme François Hollande, c'est le président François Hollande, parlait de partition. Emmanuel Macron parle, lui, de séparatisme. Et c'est vrai qu'il y a un certain nombre de faiblesses inhérentes à la société française qui nous ont conduit à ce mal qui est un mal contre lequel nous devons tous lutter, parce qu'il ne s'agit pas de léguer à nos descendants une société fracturée, divisée, et une société où de plus en plus le ressentiment et la haine s'accroissent. Mais je reviens tout de même sur votre parcours, encore une fois exemplaire, et la déception que vous manifestez. Parce que malgré tout, je le rappelle, vous avez conseillé 2 premiers ministres, ce n'est pas mal. Oui, vous avez conseillé M. de Villepin, vous avez conseillé François Fillon. Vous étiez d'ailleurs, on vous voyait sur la place du Trocadéro, dont nous avons parlé il y a 5 ans. Un grand souvenir. Vous étiez derrière François Fillon, on vous voyez presque en 2e plan, si je puis dire. Et donc, vous ne pouvez quand même pas soutenir que la République n'avait pas reconnu votre valeur et votre parcours
républicain. Ah non, Yvan, je pense qu'il ne faut pas ramener ça à ma propre petite personne. Ce n'est pas du tout. Non, ce n'est pas du tout. Mais oui, je l'observe. C'est-à-dire que j'ai vécu dans le monde politique, j'ai bien noté ce qui se passait, qui se passe aussi ailleurs, y compris dans le monde de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on cherche des personnes qui se revendiquent de la diversité et qui tiennent un discours qui est accusateur. C'est du clientélisme. Un discours qui est accusateur et qui dessert la France et les Français. Et ce sont ceux-là qu'on essaie de mettre en valeur parce qu'ils tiennent le discours suivant, le fait que c'est toujours la société d'accueil qui est responsable et coupable. Et pourquoi c'est important de dénoncer tout cela? C'est parce que le fait de dire tout le temps que c'est la société d'accueil qui est responsable et coupable, ça participe à instiller le poison de la haine dans le cœur des enfants de l'immigration et on récolte en retour une partie de la violence dans notre société. Donc on ne peut pas demander aux personnes de s'insérer et même de s'intégrer culturellement et peut-être un jour de s'assimiler en leur disant à chaque fois « regardez les méchants ». Et pourquoi aussi les dindons de la farce? C'est que dans mon livre, je rappelle les chiffres. Il y a environ 84% d'Algériens, lorsqu'on les interroge, c'était le Boston Consulting Group qui avait fait l'étude, c'est 84% des Algériens interrogés qui souhaitent partir à l'étranger en numéro 1 Canada, puis la France. C'est-à-dire partir chez l'ancien méchant colon. On n'est pas loin du 19 mars. Yvan. Et donc, vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. D'un côté, ici, les Français pensent qu'effectivement, c'est la société française qui ne fait pas assez. Et de l'autre côté, les anciens colonisés qui veulent, en majorité, c'est la même chose pour les Marocains, pour les Tunisiens et pour certains Africains, venir en France. Donc, je pense que ce discours doit absolument être mis à bas. Et quand je dis qu'on ne récolte pas la reconnaissance, c'est aussi dans l'optique suivante. Je pense que nous devons lutter contre tout ce qui participe à dénigrer la société d'accueil. Et au contraire, nous devons répéter inlassablement les dizaines de milliards qui sont injectés chaque année dans ce dossier. Nous devons également rappeler que la France permet un bond économique à ceux qui la rejoignent. Et dans le même temps, nous devons dire aussi qu'aujourd'hui, la France est face à une situation d'incapacité d'insertion, d'intégration et encore pire d'assimilation. Et c'est pour cette raison que j'ai toujours dit depuis le début que nous devions suspendre les flux migratoires. On va marquer une courte pause, Malika Sorel. On marque une très courte pause. Le rappel de l'actualité. Je ne sais pas si vous avez écouté le discours d'Éric Zemmour tout à l'heure, au Trocadéro justement, mais il a fait un éloge de l'assimilation à la Malika Sorel, dans le fond, en disant que les musulmans avaient toute leur place en France, à la condition, naturellement, qu'ils acceptent de se sentir français et de s'assimiler à la France. Est-ce que vous pensez que cette vision, cette approche est une approche compréhensible? Est-ce que les musulmans sont naturellement aptes, comme il semble le dire et comme je le pense également, à ce parcours d'assimilation? Et je me permettrais d'ajouter une toute petite question. À votre question, justement, comment on définit l'assimilation dans ce cas-là? Oui, en effet, vous avez raison. Pour nos téléspectateurs. Très bien. Je pense, je l'ai toujours dit, j'ai toujours écrit, l'assimilation ne peut pas être imposée. Donc je réponds d'abord à votre question, c'est-à-dire que dans le parcours qui mène à l'assimilation, il y a d'abord l'insertion, le fait que lorsque vous êtes étranger, vous arrivez sur une terre et vous devez respecter les mœurs dans l'espace public, que vous soyez d'accord ou pas avec. Ensuite, il y a la phase intégration culturelle, c'est-à-dire que peu à peu, vous appropriez ces mœurs, ces façons d'être au monde, d'être vis-à-vis des autres, et vous les transmettez à vos enfants. Et ensuite, l'assimilation, c'est tout à fait autre chose. C'est quelque chose, je dis toujours, ça se joue sur le registre moral et affectif. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous apercevez que finalement, vous vous sentez en communion, c'est le terme, en communion avec le peuple de la terre d'accueil, et vous décidez d'inscrire votre propre descendance et de vous inscrire dans l'arbre généalogique du peuple d'accueil. Et ça, c'est véritablement quelque chose qui relève du cœur, qui vient du cœur, qui vient de... C'est l'esprit. Moi, je me souviens quand il y avait eu le débat sur l'identité nationale qui avait été lancé par Nicolas Sarkozy, et à juste titre, il avait raison, il fallait crever l'abcès et dire ce qu'était l'identité française, c'est-à-dire l'identité. En réalité, l'identité, si les spectateurs veulent comprendre, il faut se demander, à un moment donné, dans une communauté d'hommes et de femmes, qu'est-ce qu'on aime et qu'est-ce qu'on déteste. Et ça vous définit en réalité une communauté d'hommes et de femmes. Et ce débat sur l'identité nationale, je m'étais tournée vers mes enfants, ils étaient tout petits, et je leur avais dit, mais c'est quoi être français pour vous? Et ils ont répondu en chœur, avec leurs mots d'enfant, mais maman, c'est dans la tête, et ils ont commencé par le cœur, ils ont dit c'est dans le cœur et dans la tête. Et je l'ai traduit par
être français par le cœur et par l'esprit. Et c'est ça, et ça ne peut pas être imposé. Et je dis dans le livre, ce n'est pas que le fait des personnes d'origine musulmane. Je cite dans mon livre le récit autobiographique de Cavana, les Italiens. Et je veux rappeler ici que seul un Italien sur 3 est resté en France. Les 2 tiers sont partis alors qu'ils partagent l'essentiel des racines culturelles des Français. C'est vous dire à quel point l'assimilation est compliquée. Et dans le livre de Cavana, Cavana raconte que lorsque quelqu'un, un Italien, prenait la nationalité française, il était qualifié de vendu. Vendu à la France. C'est très fort comme terme. Donc l'assimilation, oui, bien sûr, il faut être favorable, il faut la rendre possible. Et donc, pour la rendre possible, Yvan, il ne faut pas l'entraver et la rendre impossible. Et donc, en décrivant en permanence la France comme un pays détestable et les Français comme des racistes, on ne peut pas aller vers l'assimilation. Ça devient quasiment impossible. Ça relève maintenant du miracle. Et on ne peut même pas aller à l'intégration culturelle pour un certain nombre de raisons. Pourquoi ? Parce qu'il y a des faiblesses occidentales qui ont fait que nous en sommes arrivés là, à ces situations qui sont partagées par les autres pays occidentaux. Il n'y a pas que la France qui est dans cette situation. Et lorsque j'étais au HCI, nous travaillions avec les gouvernements des autres nations, y compris le Canada, parce qu'en France, nos élites parlent toujours de faire des quotas migratoires, immigration choisie, et ils citent le Canada en exemple. Les Canadiens, ça a échoué. Lorsque les parents arrivent, tout va bien, ils s'insèrent, ils ont un travail, ils sont bien contents, et leurs descendants rencontrent des problèmes identitaires et aussi se dressent contre la population d'accueil. Donc, s'il vous plaît, mesdames et messieurs les élites, arrêtez de nous donner le Canada en exemple. Donc, sur les faiblesses occidentales, il y a quelque chose qui est extrêmement important qu'il faut garder en tête, c'est que j'ai regardé avec attention, Véronique, l'émission que vous avez réalisée récemment, Enquête d'esprit. Et quelque chose m'a frappée parce que ça résume véritablement l'identité, le noyau de l'identité chrétienne. Parce que nous sommes en terre chrétienne et c'est ça qui forge un peu l'identité. C'est pas un peu, même beaucoup. Et donc, dans l'émission, à un moment donné, le prêtre dit que le trait caractéristique de l'identité d'un chrétien, c'est qu'il aime ses ennemis. Mais vous voyez ça, et cette dimension d'amour, c'est quelque chose qui est complètement propre à l'identité chrétienne, qu'on ne retrouve pas ailleurs dans beaucoup de sociétés, et en particulier la société, donc la culture musulmane. On ne peut pas dire on aime des ennemis. C'est inconcevable et ça fait que ça attire quelque chose de très simple, c'est que ça vous rend impossible d'être respecté. Et donc ça peut déclencher de la violence parce que vous suscitez quelque part, vous renvoyez l'image de quelqu'un de faible. Donc il y a tout ça qu'il faut savoir. Il faut cesser de regarder cette question uniquement au travers du prisme de l'identité occidentale. Et c'est justement, et là c'est encore une faiblesse importante, parce que les Occidentaux ont persisté à croire et à s'enfermer dans un sentiment de supériorité, que ça les a empêchés de voir qu'ils étaient devenus vulnérables et qu'ils étaient faibles. Et si je voudrais dire un mot par rapport à l'excellente intervention ce sera le mot de la fin. De M. Dénessé, c'est qu'il faut sortir de cet angélisme et de croire que tout le monde sont nos amis. Et donc, il faut rester objectif. Dans mon livre, j'ai tout un chapitre sur l'ingérence des États-Unis dans cette question de la banlieue. Ils ont joué un grand rôle dans le fait que nous sommes partis vers la diversité, vers le communautarisme et vers le wokisme. Et donc, ils nous ont mis en difficulté et ils continuent, et je donne les chiffres, c'est-à-dire l'argent qui est injecté, ils ont même participé à modifier les programmes d'enseignement d'histoire. Donc, oui, je conseille ce chapitre qui est très important. Mais donc, il faut rester objectif.